eh bien effectivement le questionnement, un certain nombre de questions clés qui vont vous permettre de vous guider dans cette belle grande journée. Bonjour Marie-Luce, voilà, qui c'est bien d'exister ici, vous êtes présent, voilà, parmi les présidents de la Chambre de commerce. Et puis, entre autres, c'est court, fait court. Aujourd'hui, c'est chambre de commerce. Voilà. Et puis ces clés qui vont vous guider donc justement dans cette belle journée. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, pour faire très vite, puisqu'on a un timing à démarrer et que on a effectivement surtout un petit retard en plus à assumer maintenant, donc c'est plus 10 minutes, c'est 8 minutes. Voilà. Je vais vous présenter en quelques mots rapidement chacun de ces intervenants, où ils vont se présenter. On va faire même mieux. Le premier, sans qui aussi rien n'existerait aujourd'hui, aux côtés de Marie-Luce, c'est David Rage. En 2 mots, qui es-tu? Où viens-tu? Où vas-tu? Enfin, où vas-tu, c'est pour plus tard, mais pour l'instant, qui es-tu? Bonjour à toutes et à tous, David Rage, Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Je suis responsable du service création reprise d'entreprise. Nous accompagnons entre 400 et 500 projets de création jusqu'à leur aboutissement chaque année. Voilà, très vite. Très vite, mais important. Ah oui, on parle d'important. Dieu sait si les banquiers sont au cœur de la discussion pour tout jeune créateur de l'angoisse même. Voilà, vais-je être suivi par mon banquier? Est-ce que là aussi, en quelques mots, vous pouvez vous présenter, vous voyez, voilà, c'est un tableau. Christophe Cheminade. Bonjour à tous, Christophe Cheminade, chargé de développement du secteur des professionnels au Crédit Agricole. Donc en fait, j'interviens sur le Grand Clermont, sur toutes les problématiques de création, reprise et développement d'entreprise. Merci. Un autre banquier à côté, Jérôme Chazet. Banque populaire, en quelques mots, voilà. Merci Frédéric, bonjour à tous, Jérôme Chazet, Banque populaire. Donc, je m'occupe des professionnels, du marché des professionnels. Donc pour nous, c'est vous, créateurs, jusqu'à 1 500 000 € de chiffre d'affaires, et je m'occupe de la création, du développement et de la transmission. Voilà. Merci. Loïc Bonabo, aussi un acteur incontournable, les experts comptables, quelques mots de présentation. Oui, bonjour, Loïc Bonabo. Donc, moi, je suis expert comptable et je représente aujourd'hui l'ordre dans cette présentation. Voilà, donc on a à cœur de vous accompagner dans vos projets de création. Merci. Isabelle Barthélémy, quelques mots également. Bonjour à tous, à toutes. Effectivement, Isabelle Barthélémy, responsable du secteur commercial de Clermont-Ferrand sur le marché des particuliers, retraités et des professionnels. Et mon équipe vous apporte des solutions effectivement sur tout ce qui est protection de la personne et la protection de vos biens également. Merci. Et alors là, ce sont des experts, ce sont eux qui vont aujourd'hui vous interpeller sur les 10 clés. Mais il y a un témoin, c'est une tradition au petit déjeuner de la création. Un témoin, c'est un créateur, souvent un jeune créateur, alors pas nécessairement en âge parfois, mais au moins un jeune par la durée de son entreprise, qui lui va nous dire votre truc, ouais c'est bien, et moi je l'ai vécu comme ça. Voilà. Guillaume, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous présenter la start-up que vous portez, voilà, qu'on vous connaisse mieux? Bonjour à tous, c'est moi le témoin. Moi je m'appelle Guillaume Bourillon, je suis cofondateur avec mon frère Gaspard d'une start-up qui s'appelle Moom, qui est dans le secteur du tourisme et des loisirs, qui est une plateforme de réservation d'activités de loisirs en ligne, moom.fr. Voilà, j'ai eu l'occasion de passer par différents dispositifs locaux, tels que le Bivouac récemment. Voilà, exactement, merci. Il y aura, alors je les ai pas vus, est-ce que nos pitchers sont là? Est-ce que Benoît Garachon, David Ramirez, ils sont par là, on terminera, ils sont là, voilà, mais c'était juste pour vous faire un petit coucou et vous montrer effectivement au public. Vous voyez, les deux qui sont là, à la fin, ils vont intervenir et ils vont pitcher sur leur entreprise, ça s'appelle Dom Code, ils vont nous en parler, vous verrez, c'est quelque chose de très original. Dans notre région, faire ça, voilà, c'est quelque chose de nouveau et de novateur, et ils vont en parler, ils vont pitcher pendant quelques minutes et présenter leur entreprise. Voilà, vous savez à peu près tout, donc c'est parti pour les 10 clés. Messieurs, mesdames, messieurs, vous n'avez plus 10 minutes, vous avez 7 minutes. David Rage, c'est logique qu'on commence par toi, parce qu'on est bien, on va continuer à se tutoyer. La chambre de commerce, parce que c'est un acteur important, mais aussi parce qu'on va attaquer directement dans le vif du sujet, dans ces 10 clés. Le premier, oui, effectivement, je suis dans ma petite maisonnée, je me suis réveillé depuis 6 mois en me disant, il faut que je crée mon entreprise, j'ai une idée, elle me trotte dans la tête, mais est-ce que je suis fait pour devenir entrepreneur? Est-ce que je suis fait pour passer des caps? Et finalement, comment on passe de l'idée au projet? Alors cette première clé, en effet, passer de l'idée au projet, elle est double, je dirais. Premier élément, c'est effectivement, comme tu l'as dit, je me suis réveillé, j'ai eu une idée. Premier élément, moi, que je voudrais souligner, c'est avez-vous la capacité à entreprendre? Capacité à entreprendre, donc il s'agit de changer de métier. Vous avez connu des situations salariés, d'autres situations peut-être, voire déjà des situations d'indépendants.
Mais avoir bien conscience que pour créer une activité indépendante, vous allez changer un peu votre modèle de fonctionnement. Changer votre modèle de fonctionnement avec l'acceptation d'un certain nombre de contraintes, d'avoir affaire non plus à un patron et à des clients, d'avoir des sources de revenus aléatoires, d'avoir des contraintes horaires complètement différentes, d'avoir des capacités aussi à endosser toutes les casquettes du futur chef d'entreprise. Vous allez devoir être commercial, assurer la production par rapport à votre future activité, assurer les relations avec les partenaires, bancaires, experts comptables, etc. Donc là, il y a vraiment un changement de modèle à prendre en compte. Et il existe des techniques, des tests qu'on met à votre disposition, notamment à la Chambre de commerce, pour savoir si comment vous positionnez par rapport à ce qu'on appelle cette capacité à entreprendre. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la réussite d'un projet, c'est d'abord l'humain, c'est d'abord ce que vous êtes et ce que vous allez en faire. Bien vous poser cette question au démarrage, après tout le reste, très important, on verra par la suite, mais la première question réellement c'est ça. Quel entrepreneur, quel futur entrepreneur vous allez être? Et alors là, à ton avis, c'est quelque chose de fondamental, c'est une étape rédhibitoire le jour. Et comment on s'y prend d'ailleurs? Quel entrepreneur je suis? On va voir qui aussi, la Chambre de commerce? Comment on explique à son entourage qu'on devient chef d'entreprise finalement? Comment ça se passe? Alors les deux, je pense. Allez voir des experts d'entrepreneuriat, dont la Chambre de commerce, comme je le disais, il existe des tests en ligne, notamment pour positionner votre capacité à entreprendre. Puis il existe aussi des prestations qui sont faites par les conseillers de la Chambre et qui vont vous permettre d'approcher cette posture entrepreneuriale, des ateliers, des rendez-vous individuels. Et ensuite, bien évidemment, et ça rejoint aussi le fait d'avoir une idée, confronter cette idée et confronter votre volonté d'entreprendre en première personne que vous avez dans votre entourage, voir leur réaction, est-ce qu'ils sont partants, notamment votre famille, parce que ça peut être une source de problèmes aussi familiaux si jamais vous n'êtes pas complètement soutenu par votre famille. Si vous commencez à parler d'une idée de création d'entreprise et puis vous voyez votre conjoint fait des gros yeux et que ça ne lui parle pas du tout, il y aura un temps de travail à faire pour l'emmener avec vous sur ce projet-là. Donc ça, c'était la deuxième partie, je dirais, de la première clé. C'est effectivement capacité à entreprendre et confrontation de l'idée. N'ayez pas peur de parler de votre idée, de votre projet à votre entourage et à des experts de la création d'entreprise. Oui, effectivement, c'est important et de ne pas se bloquer finalement en se disant j'ai l'idée du siècle et puis je ne la confronte pas, je suis le seul à la porter. Bon, maintenant je suis certain, je veux monter mon entreprise, il n'y a pas de doute, je suis fait pour, je le pense, tout au moins. Il y a un marché. Et un marché va se confronter à la réalité de son marché. Parce que là aussi, il y a des biais. Il y a des biais des travers. Souvent, on pense que parce qu'on a une bonne idée, on sera la seule à l'avoir eue. Et puis, comment on se confronte à son marché, finalement, David? Alors, une idée n'est bonne que si elle trouve son marché, en effet. Si on peut créer le meilleur produit qui soit, s'il n'y a pas de marché en face, on n'en fera pas une entreprise. Ça peut être intéressant intellectuellement, ça peut être intéressant pour vous de réfléchir à un projet, mais si ça ne se vend pas, ça ne fera pas une entreprise et une réussite au bout. Donc le marché, c'est pas forcément là aussi la chose la plus facile à cerner. Vous êtes à peu près 60 dans la salle, il y aura peut-être 60 études de marché très différentes dans les modalités, dans la façon de mener cette étude de marché. L'essentiel, c'est d'approcher votre marché à vous, votre futur marché. S'intéresser bien sûr aux études globales, aux études nationales. Bon, les études nationales, c'est jamais forcément complètement duplicable au niveau local. Donc surtout, s'intéresser à votre futur marché local. Alors comment on fait pour valider son marché? Effectivement, comme je le disais, il y a des sources d'informations au niveau local, il y a Internet, et il y a des sources d'informations plus de proximité. Là, on a des choses aussi au niveau de la Chambre de commerce, on a des études qui permettent par activité de pouvoir appréhender un marché, de pouvoir commencer à le chiffrer. Et puis après, c'est aussi du bon sens, c'est des enquêtes terrain, j'allais dire, que vous allez faire à travers votre entourage, à travers peut-être la création d'une communauté sur des réseaux sociaux, pour commencer à associer là aussi un maximum de personnes à votre idée, à votre projet, et quelque part à prévalider votre projet avec eux avant de lancer votre activité. Est-ce que c'est un écueil sur lequel aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs
vont se fracasser quelque part, c'est que l'étude de marché, se confronter au marché, c'est accepter une certaine réalité. Ne pas croire que c'est une simple coefficient multiplicateur, je vends un produit 10, j'aurai potentiellement 1000 clients, donc je vais faire 10 000 euros, et que subitement après, quand on accepte d'écouter un peu ceux qui déjà sont sur ce marché-là, c'est accepter que finalement c'est pas 10, c'est 8, et puis c'est pas 1000, c'est 500, et c'est facile pour un jeune créateur d'entendre ça, que son projet finalement il n'est peut-être pas celui qui va lui faire devenir très riche. Est-ce qu'il vaut mieux l'entendre dès le début finalement que de se confronter à une réalité 6 mois après à la création? Oui, forcément, il vaut mieux l'anticiper dès le début, après ce sera trop tard. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas parce que le marché n'est pas au rendez-vous, et voilà, quand on s'en rend compte 6 mois plus tard, c'est toujours beaucoup plus compliqué de rattraper les choses que lorsqu'on étudie ça en amont. Alors avant, pardon, excuse-moi David. J'allais juste rajouter, si effectivement vous avez une idée que vous pensez innovante et que rien n'existe sur le marché, alors soit effectivement vous avez trouvé l'idée du siècle, soit il n'y a peut-être pas de marché pour cette idée-là. Donc attention à bien mettre le curseur là où il faut par rapport à votre idée et ce qui sera votre futur projet d'entreprise. Ouais, il n'y a peut-être pas toujours un Mark Zuckerberg et un marché à la Facebook avec 2 milliards de clients tous les jours à prendre. Alors, puisqu'on parle justement de marché, ça nous amène un peu sur les banquiers. On ne va pas parler d'études financières, donc le prévisionnel financier, c'est le sujet, c'est la clé numéro 3. Mais déjà à ce stade-là, sur son marché, est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que vous jouez un rôle quand vous recevez finalement des clients et que vous leur parlez? Voilà, est-ce que le marché, pour vous, vous avez des moyens de l'analyser, de le comprendre et d'aider, d'accompagner aussi le créateur? Alors, ce qu'il faut savoir, oui, c'est que le banquier, en fait, il n'est pas là que pour regarder les chiffres. Lui, il va surtout vous regarder vous au début et savoir si vous avez analysé la zone, l'emplacement de votre magasin, le marché et aussi la concurrence. Après, la concurrence ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de place pour vous, mais il faut que vous l'ayez analysé. En fait, le banquier, il va vraiment vous regarder vous. Le premier rendez-vous, il va sûrement pas regarder les chiffres. Il va vraiment regarder vous si vous avez analysé la potentialité de la zone, l'emplacement du magasin et encore une fois la concurrence qui est importante. C'est vraiment un domaine sur lequel vous avez une expertise, parce que j'imagine, vu le nombre de projets sur lesquels vous êtes confrontés, enfin, je ne sais pas, n'importe quel des deux, est-ce que vous avez une capacité à vraiment mettre un jeune créateur devant la réalité des chiffres que vous avez dans les banques? Vous n'êtes pas que finalement des gens qui vont délivrer des prêts, mais aussi un rôle de conseil à ce stade-là. Oui, effectivement, on a un rôle de conseil parce qu'on gère aussi des clients. Donc, par exemple, si je prends un exemple dans l'artisanat ou dans le commerce, si vous installez en plomberie ou dans un commerce, on gère déjà ce type d'activité. Donc, on a un ordre d'idée du chiffre d'affaires réalisé, du nombre de jours travaillés. Donc, on est capable d'appréhender ce besoin-là par rapport à la réalité que l'on a tous les jours. Et quelque part, comment ça se passe quand vous dites non à un jeune créateur à ce stade-là? Il est déçu, il accepte de se remettre en question, vous avez ça régulièrement, j'imagine. On est même avant même de délivrer le prêt ou pas, hein. On est vraiment quand vous le mettez face à la réalité de son marché. C'est une acceptation facile ou pas? Comment ça se passe pour vous? Je sais pas, Jérôme ou Loïc? On est encore sur la phase de projet. Le projet, tout à fait. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un nom, et c'est jamais un nom définitif. On le pense sincèrement, on dit en l'état ce projet est difficilement viable, il faut retravailler peut-être cette zone, votre étude de marché et l'emplacement du local. C'est toujours plus facile d'avoir un emplacement par exemple où les clients vont pouvoir aller se garer. Exactement. Oui, la réussite aussi c'est un travail d'équipe, hein, c'est-à-dire que vous, créateurs, vous êtes au centre de nos attentions, et nos attentions c'est les réseaux, c'est la chambre de commerce, c'est la banque, c'est l'expert comptable. Donc c'est vraiment tripartite pour que ça réussisse. Hein. Donc effectivement, on ne dit pas aussi non tout seul, et quand on dit non, on explique pourquoi, et c'est pas un non définitif, c'est un non pour revenir avec un meilleur projet. Parce que moi j'ai tapé Loïc sur Jérôme. Mon regard s'est porté en même temps, je me suis relevé sur les petits panneaux, pourtant Dieu sait si on se connaît depuis quelques années. Effectivement, alors ça c'est une clé importante, hein. Prenez-le bien ça en considération. À ce stade-là, il y a des acteurs qui ont des données extrêmement factuelles. Alors bien sûr, si vous créez une start-up sur un domaine qui n'existe pas, il y a toujours ce facteur-là d'incertitude, comme tu disais, s'il n'y a personne sur ce marché-là. Soit vous avez l'idée du siècle, et si vous avez une petite part à votre capital, on pourra tous investir d'ailleurs peut-être, hein, sur là. Sinon, dites-vous bien que grâce aux données que ces personnes vont vous délivrer, eux ont 20 ans, 30 ans, 10 ans d'expérience, où ils concatenent des chiffres, ils additionnent sur des secteurs, sur des villes. Je sais qu'à la Chambre de commerce, il y a des fichiers, des bases de données extrêmement riches, dans lesquelles on peut vous dire quartier par quartier, ou quels sont les mouvements d'achat, de circulation des personnes. Et là, il y a vraiment un éclairage qui souvent est indispensable, et puis peut-être une remise en considération et en question.
Parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire je crée des pizzas, il y a tant d'habitants dans un quartier, 10% va venir chez moi, et voilà. Alors on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas créer l'entreprise, attention, mais d'accepter finalement de se remettre en considération. David, pardon. Juste pour compléter, vous avez plein de sources d'informations effectivement sur le marché, que ce soit sur le web, que ce soit sur la chambre de commerce ou autre. Vraiment, utilisez-les toutes et confrontez les différentes approches. Ne vous contentez pas juste d'une approche qui, pour une raison ou pour une autre, irait peut-être dans votre sens. Donc voilà, bien confronter les différentes sources d'informations sur cette partie étude de marché. Et souvent, ça fait mal. Oui, bien sûr. J'en rajoute pas trop pour pas passer trop de temps, mais il faut aussi être très franc avec tous vos interlocuteurs. Les points forts, vous les connaissez, mais dites aussi les points faibles. Parce que les points faibles, c'est à nous d'aller les chercher. Oui. C'est toujours mieux que ça vienne de vous et qu'on échange et qu'on argumente ensemble sur tel ou tel point fort, tel ou tel point faible. Il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Il n'y a pas que des points forts dans un projet, sinon toutes les entreprises seraient demi-actionnaires. Exactement. Alors justement, voilà, vous avez compris votre marché, vous avez fait le tour effectivement de vos capacités humaines pour devenir déjà créateur, vous avez appréhendé votre marché. Phase 3, Dieu sait si elle est importante et Dieu sait si parfois elle est un peu passée voilà, rapidement. C'est facile un tableau Excel. Hein. Je fais des coefficients multiplicateurs, je me tourne vers l'expert comptable. On va maintenant passer dans la phase prévisionnelle, dans la partie études financières, les clés essentielles à ne pas rater dans cette phase 4, phase 3 de la création. Alors oui, donc on peut se demander à quoi sert de faire une étude financière prévisionnelle. Si vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, si économiquement il n'est pas viable, ça ne sert à rien de vous lancer. L'étude financière, elle va permettre de confronter en fait votre idée, votre projet, avec la réalité économique en la traduisant en chiffres en fait. Alors ça va se dérouler je vais vous parler de deux parties principales aujourd'hui. Donc le plan de financement initial. Donc vous allez lister en fait l'ensemble des investissements qui sont nécessaires pour pouvoir lancer votre activité. Vous allez également identifier les besoins de trésorerie que vous avez besoin. Et en face, vous allez confronter les ressources en fait, dont vous disposez, que ce soit en termes d'affaires personnelles, d'aide financière diverse ou d'accompagnement bancaire, même de recherche d'investissement. Cette première étape, donc vous allez voir si vous pouvez mobiliser les ressources suffisantes pour pouvoir lancer le projet. Il y a un point important à ne pas négliger, ça va être le besoin en fonds de roulement. Donc qu'est-ce que c'est que le besoin en fonds de roulement? Vous avez des décalages en fait, de trésorerie, vous devez financer vos stocks au départ, vous devez financer après vos créances clients, donc ça va dépendre de votre activité. Le besoin en fonds de roulement peut être important en fonction de votre activité. C'est un point à ne pas négliger, à estimer dès le départ. C'est toujours un peu complexe, hein, le calcul du BFR. Voilà, c'est toujours à un moment donné où, quand on fait une approche assez industrielle de la chose, ça va facile. Dès qu'on est en prestation de service, ça devient compliqué de comprendre ce que c'est que l'accroissement du BFR ou son besoin de fonds de roulement. C'est une notion centrale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. C'est la clé finalement de l'avenir de l'entreprise, le BFR. Après, il vaut mieux identifier un niveau de BFR assez fiable au début, parce qu'après, 6 mois après, vous devez retourner voir votre banquier, il se dira, vous avez mal anticipé les choses, vous avez mal géré le début, est-ce que je continue à le financer ou après, on verra ça plus tard. mais voilà, il vaut mieux identifier les choses dès le départ et pour voir si on a la capacité financière à lancer l'entreprise ou pas. Ou est-ce qu'on a besoin de mobiliser plus de ressources et de rechercher des investisseurs, de rechercher d'autres sources de financement pour pouvoir lancer le projet de façon efficace. Alors justement, ça va nous aider sur le point 4, mais avant, je pense qu'il y a d'autres éléments autour du BFR avant de parler effectivement des aspects financement et des sources de financement. Je sais que vous êtes venu là pratiquement dans ce point numéro 4 pour trouver de l'argent, mais on va quand même continuer sur l'aspect prévisionnel. Je vais juste parler également du compte de résultat prévisionnel en fait. Donc c'est une projection en fait. Alors il y a beaucoup de monde qui dit c'est compliqué de se projeter, de savoir quel chiffre j'ai fait, mais vous avez fait votre étude de marché en amont, vous avez identifié votre marché et maintenant il faut le traduire en chiffres, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va donner. Donc vous avez vos recettes et vous allez lister l'ensemble des charges qui vont être inhérentes à votre activité.
que ce soit des charges variables pour la production de votre bien ou les charges fixes, par exemple votre loyer, par exemple. Donc il faut bien lister tout ça pour voir si vous allez pouvoir, votre activité va pouvoir dégager des bénéfices et que l'entreprise puisse vivre pour plusieurs années. Et Dieu sait si la survie de l'entreprise c'est important, parce que j'ai pu comprendre que nos amis banquiers, contrairement à ce que on dire, vous prêtez de l'argent, vous en prêtez même beaucoup. Par contre, vous n'aimez pas quand on vient vous voir 6 mois après en disant je me suis un peu trompé, il faudrait un peu plus d'argent. Ça, c'est pas bon. C'est ça, je sais pas qui des deux veut s'exprimer là-dessus. Non, mais c'est exactement ce qu'a dit notre collègue expert comptable. Il vaut mieux bien calibrer sa trésorerie au début et partir large, voire très large, plutôt que 3 mois après aller demander une rallonge à votre banquier. Parce que le banquier va être dans une situation délicate quand il va présenter votre dossier, parce que le comité des engagements des prêts va lui dire t'as pas fait ton boulot, t'as mal calibré la trésorerie, et moi je vais le répertorier sur mon créateur en disant on n'a pas été bon là-dessus. Donc c'est pas toujours facile d'obtenir cette rallonge dont on a besoin. Après, le banquier, si vous a suivi au début, il fera ce qu'il faut pour avoir cette rallonge. Mais c'est quand même compliqué à obtenir, et on ne l'a pas dans 100% des cas. Parce que va se poser après la question de savoir jusqu'où on suit. S'il y a une rallonge à 6 mois, s'il y a une rallonge à 12 mois, s'il y a une rallonge à 18, il y a un moment où le banquier ne pourra plus y aller, et là ça sera compliqué. Et tout découle de cette trésorerie calibrée au début, et je pense que c'est un élément très important. Si vous avez quelque chose à retenir, peut-être, c'est de bien calibrer cette trésorerie au début, parce qu'on n'y pense pas toujours en fait. On pense à tout ce qui va autour, mais mon fonds de roulement dont j'ai besoin pour mes créances clients, ça vient en dernier et ça ne devrait pas. Alors peut-être un élément sur lequel nos amis banquiers ne vont pas acquiescer, mais en plus dans la phase 1, quand on vient vous voir pour chercher de l'argent, il y a des garanties souvent. Il y a un accompagnement de garantie que les créateurs peuvent bénéficier, et donc c'est plus facile pour vous aussi de suivre sur un besoin de trésorerie peut-être un petit peu majoré au moment du lancement, parce qu'il y a une forme de garantie, parce que vous êtes aussi vous des entrepreneurs. On ne peut pas prêter de l'argent à fond perdu que sur un prêt de trésorerie un an après, un peu à fond perdu avec des gros risques. Jérôme, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. En fait, lorsque nous accompagnons un projet, si vous voulez, c'est comme quand vous prêtez de l'argent à votre voisin, c'est à qui je le prête, pourquoi, comment il me rembourse, et puis la question aussi se pose, c'est s'il ne me rembourse pas, quelles sont les garanties que je peux moi actionner. Les garanties vous servent à vous et vous servent aussi à nous. Effectivement, vous avez globalement 3 types de garanties. Donc, dans votre schéma de création, vous allez être devant cette question de la garantie. Tout va bien, vous allez dire. L'État, les banques ont mis en place via BPI, la Banque publique d'investissement, via des sociétés de caution mutuelle, des systèmes qui permettent à ces organismes-là de se porter caution pour vous. Donc sachez qu'il existe des organismes spécifiques d'État, des organismes privés par le biais des banques, qui peuvent se porter caution. Ensuite, la logique de la banque, au-delà du court terme que vous évoquez, c'est si je prends en garantie ce que je finance. Je vais vous donner un exemple, vous rachetez un fonds de commerce, on va prendre en garantie le nantissement de ce fonds de commerce. Donc c'est quoi un nantissement? C'est de dire effectivement, si jamais je suis amené à revendre ce fonds de commerce-là, eh bien je vais d'abord commencer par rembourser la banque puisqu'elle a nanti, elle a pris de l'État ce fonds de commerce en garantie. Et ensuite, j'utiliserai le reste pour éventuellement un futur projet. Et puis le dernier volet au niveau des garanties, parce que c'est un passage important, c'est l'aspect de caution. Effectivement, on va peut-être vous demander un jour votre caution solidaire. Ben, c'est quoi en clair? Aujourd'hui, je suis en société, la société rembourse le prêt. Je suis caution de ce prêt-là. Si jamais la société ne peut plus rembourser, eh bien on me demande de rembourser à titre personnel. Donc soyez vigilants, demandez bien à la banque de vous expliquer, voilà, je prends telle garantie. Si tout se passe bien, la banque ne vous demandera jamais rien à ce niveau-là. Par contre, il faut toujours penser au pire pour ne jamais être déçu et se dire, voilà, en cas de problème, si j'actionne cette garantie-là, à quoi ça m'engage? Grosso modo, la garantie, le créateur peut obtenir 70% de couverture, on repense à des garanties. Voilà, aujourd'hui, effectivement, les réseaux, que ce soit BPI, que ce soit France Active, les différents réseaux, je vais laisser Christophe en parler après, mais voilà, accompagnent. Et aujourd'hui, votre caution n'est donnée que très partiellement. Donc soyez rassurés sur cet aspect-là. Aussi bien l'État que les banques sont avec vous pour limiter au maximum votre cautionnement. Alors,
on termine sur les garanties, justement les réseaux qui existent. Ils sont tous là, David, ils sont tous présents aujourd'hui, vous voyez, ils sont tous réunis là, vous n'avez pas de 20 mètres à faire pour aller les voir, donc c'est intéressant. Oui, profiter de la journée effectivement pour faire le tour de tous les organismes de cautionnement, pour leur poser la question comment ça marche, comment vous fonctionnez. Sur les réseaux, des mots ou pas, bon, c'est... Avec les financements, alors justement, on va se tourner sur les financements, parce que là on parlait des garanties, que c'était quelque part la suite logique de cette étape-là, mais j'allais dire, avant toute chose, il faut vous assurer d'avoir effectivement l'accès et avoir un niveau de financement en fonds propres, également par d'autres systèmes qui vont vous permettre de démarrer. Alors justement, ces financements, qui sont les mieux placés pour en parler, peut-être il y a la CCI, mais aussi les banquiers, donc je reviens vers toi. Donc, on va parler des financements dont vous avez la majeure partie d'entre vous besoin. Pour commencer, je vais dire quelque chose de très simple, mais qu'il est utile de dire, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles ont la volonté de financer. Il faut sortir du schéma des médias qui vont vous dire le banquier, c'est votre ennemi. Et ça marche pour moi, mais ça marche pour l'expert comptable, pour l'assureur. Aujourd'hui, les feux économiques sont plutôt verts et le banquier a la volonté de financer la création-reprise. Donc il faut trouver les chaussures à votre pied, il n'y a pas de banquier meilleur que nôtre, il y a aussi les questions relationnelles. Mais voilà, n'allez pas voir votre banquier et tous les interlocuteurs qui sont ici en freinant des quatre fers, parce que ce n'est pas le cas. Le banquier aujourd'hui a la volonté d'accompagner la création-reprise. Ensuite, après, je vais essayer de faire rapide, mais c'est long en fait. C'est une partie importante. Je pense qu'ils sont aussi venus beaucoup pour ça. Donc, sur la durée d'amortissement des prêts, les prêts professionnels sont sur des durées beaucoup plus courtes. On se calme souvent avec l'expert comptable pour le financement. Comptez, allez, pour de la trésorerie, on va financer maximum sur 5 ans. Pour du matériel, on va aussi aller sur 5 ans. Un véhicule s'amortit aussi sur 5 ans comptablement. Pour votre création et l'achat du fonds de commerce, on va aller jusqu'à 7 ans. Et si vous achetez les murs, on va aller jusqu'à 15 ans. Donc voilà, on est sur des schémas beaucoup plus courts qu'à titre particulier. C'est une volonté aussi de ne pas vous surcharger dans le temps et de financer votre développement futur. Voilà. Un mot sur les taux, mais sans rentrer dans les chiffres, parce qu'après vous passerez sur les stands. Mais voilà, les taux professionnels sont plutôt très bons. Voilà, un fonds de commerce, vous allez le financer. Je m'engage, même pour mon collègue de la Banque Populaire, on financera à moins de 2% l'achat d'un fonds de commerce en temps normal. C'est le début de la négociation. Si dit 2%, c'est qu'après vous pouvez les voir, ça se négocie. Je ne vais pas répondre, mais oui. Un mot sur l'apport, parce que c'est important. J'ai autre chose à retenir, je pense, c'est que la norme d'apport sur la création reprise est quelque chose d'important et que le banquier va prendre en compte de façon prédominante. À titre particulier, encore une fois, vous avez sûrement acheté des maisons et vous n'avez peut-être pas forcément mis d'apport parce que le banquier vous a conseillé de ne pas forcément mettre d'apport parce que les taux sont très bas. Les taux professionnels sont aussi très bas, mais le banquier professionnel va vous conseiller de mettre de l'apport pour la crédibilité de votre dossier. Parce que comment ça se passe, encore une fois, quand on décide un dossier ou quand on envoie au comité des engagements, le banquier ne veut pas être le seul à se mouiller sur la création. Donc voilà, pour vous donner une norme, je pense qu'en création-reprise, une norme entre 20 et 25% d'apport est une bonne norme. Après, je ne dis pas qu'on ne financera pas à 10% ou qu'on financera à coup sûr à 40%. Encore une fois, chaque dossier est différent. Voilà, juste pour vous donner une norme sur la création-reprise entre 20 et 25%, je pense que c'est un chiffre à retenir. Après, je voulais vous dire aussi de prévoir la trésorerie dès le début, mais je vais pas y retourner, on gagnera un peu de temps comme ça, on en a déjà suffisamment parlé. Et ensuite, un mot sur les réseaux, qui peut aussi d'ailleurs être en lien avec la norme d'apport, parce que le banquier professionnel, Crédit Agricole, comme Banque Populaire, comme les autres, la majeure partie en tout cas d'entre nous, prenons l'argent que vous allez réussir à mobiliser par les réseaux, type clairement Initiative Aglo qui doivent être ici, nous les considérons comme de l'apport. Parce que comment ça marche concrètement? C'est un prêt d'apport c'est un prêt d'honneur sur votre tête. Donc le chèque vous est fait à votre nom. Concrètement, il transite par votre compte
et après vous faites le virement à la société. Donc pour moi, c'est de l'apport. Donc en fait, dans votre projet, l'apport sera celui que vous mettez en capital, celui que vous mettez en compte courant et celui du réseau. Voilà. Donc ne pas négliger ces réseaux-là et l'aide qu'ils peuvent vous apporter, parce que ça peut tout changer d'un projet. En fait, comptablement, ça passe d'une ligne à l'autre. Ça passe du besoin de financement à l'apport, en fait. Donc initiative aglo, très important sur notre secteur. Et vous avez aussi Auvergne Active. Alors Auvergne Active, qui sont là aussi, tout le monde est là. Tout le monde est là, bon, très bien. Auvergne Active vous encourage aussi à aller les voir, parce qu'il y a différents fonds. Donc ils ont un fonds pour les femmes, chefs d'entreprise, qui là aussi constitue du prêt d'honneur. Ils ont aussi un fonds pour l'économie solidaire, ceux qui veulent s'installer en SCOP. Donc là, ça constitue du prêt d'honneur, sensiblement la même chose que Initiative Aglo. Mais après, Auvergne Active intervient aussi en garantie. Ils ont un nouveau fonds de garantie depuis le début de l'année, où ils vont jusqu'à garantir le prêt jusqu'à 80%. Donc dans l'optique de limiter votre caution, comme disait mon collègue de la Banque Populaire tout à l'heure, avec 80% de garantie Auvergne Active, on n'ira pas chercher votre caution. Voilà. Dernier réseau, le réseau Entreprendre, qui là va s'intéresser aux, plutôt entre guillemets, les gros projets à salariés. Donc voilà, ils ont des champs d'action distincts. Initiative Aglo pour le prêt d'honneur, Auvergne Active pour la garantie et les prêts d'honneur sur certains projets, et Réseau Entreprendre pour les un peu plus gros projets. Comme vous le voyez, c'est important de bien le prendre en considération, c'est qu'il y a une façon d'appréhender le levée de fonds. Ça, on remonte encore un étage au-dessus, mais j'allais dire au moins le financement de votre entreprise. On ne va pas avoir n'importe quel ordre sans banquier, etc. Il existe des réseaux, on commence par la chambre de commerce qui va vous donner une cartographie de cet ensemble-là. Bref, si je dis des bêtises. Une fois qu'on a la cartographie, on commence par aller voir des réseaux d'accompagnement, parce que eux vont vraiment écouter votre projet sur un plan humain. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de savoir qui vous êtes, l'homme, le parcours, l'homme en H, voilà, le parcours, qui vous êtes. Donc ils vont se centrer sur finalement vos capacités humaines et techniques. Et puis surtout, parfois aussi sur le marché. Donc ils vont apporter deux choses. Ils vont apporter du financement déjà, donc du prêt d'honneur comme on vient de le voir, mais également une sorte de label. Là, vous êtes labellisé et aux yeux du banquier, c'est important. Imaginez-vous à la place d'un banquier qui reçoit des projets dans tout azimut de tout projet, si vous allez dire avec un premier label qui dit ok, voilà, Auvergne Active par exemple a dit que c'était un bon projet, j'imagine qu'on est plus enclin, Jérôme peut-être aussi, de se dire tiens, je ne suis pas le seul à prendre la décision, il y en a quelques autres qui avaient aussi déjà mis son regard dessus et ça rend plus crédible le projet. Tout à fait, alors ça c'est très important, retenez ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les projets accompagnés ont une durée de vie nettement plus longue que les projets qui ne sont pas accompagnés. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui tous les réseaux d'accompagnement sont là, profitez de ces services qui sont de qualité, et c'est vrai que je parle pour nous deux, au niveau de la banque, un projet accompagné est un projet rassuré d'une certaine manière, donc on est vraiment enclin à accompagner nous aussi. Alors, ça pourrait mériter un débat entier d'1h30, mais alors l'étape suivante, subitement, que se passe-t-il? Il va falloir créer l'entreprise, et pour créer l'entreprise, avant d'aller au CFE, ce sera la centre de formalité des entreprises, ça sera la fin, il faut d'abord définir un statut juridique. Et là, mon Dieu, on va ouvrir Internet, on va plus rien comprendre, tout est marqué. On vous dit que c'est très facile de télécharger, voilà, mais à un moment, qui va pouvoir m'aider? Est-ce que l'expert comptable peut m'aider, par exemple, à faire des choix aussi? Alors, il faut que l'avocat, bien entendu, mais est-ce que l'expert comptable va aussi m'aider à choisir mon statut juridique? Effectivement. Alors, il existe de nombreux statuts juridiques en fait aujourd'hui en France, entreprise individuelle, société, et après en société, quelle forme de société. Alors, il n'existe pas un statut miracle en fait. Chaque statut peut être adapté en fonction de votre projet, de votre situation personnelle. Donc je pense que c'est important de se faire accompagner à ce niveau-là, parce qu'en fonction de votre situation, vous allez plus vous tourner vers telle ou telle forme juridique. Vous pouvez vous faire accompagner par les avocats, effectivement, ou par votre expert comptable. C'est important de se pencher dessus et de réfléchir au moment où vous voulez créer votre projet, puisque vous allez vous lancer sous une certaine forme, et si elle n'est pas adaptée, après, il faudra voir si on peut la faire évoluer. Alors, dans beaucoup de cas, on peut changer de forme en cours d'exercice, mais cela aura des coûts pour vous, et ça peut être des freins pour le développement de votre activité. Par exemple, j'ai pris en cours de route un projet où le dirigeant était parti en entreprise individuelle,
il a lancé son produit et après il est passé à la phase d'industrialisation. Il avait besoin d'investisseurs en fait, pour rentrer dans le projet. Alors, en entreprise individuelle, c'est pas possible. Donc il a fallu faire un apport à une société et faire tout un tas de formalités juridiques qui auraient pu être évitées s'il avait anticipé dès le départ. Donc voilà, c'est un point pas négligé au départ également et je vous conseille de vous faire accompagner à ce niveau-là également. Donc il y a la forme juridique et il y a également après le choix de l'imposition en fait. Donc la forme juridique peut influer sur votre imposition, par exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc là également il faut faire des choix et il faut choisir en fonction de votre situation à vous. Donc voilà, vous allez voir sur internet effectivement certains conseils, choisissez tel ou tel statut, telle ou telle forme d'imposition, mais voilà, il faut voir qu'est-ce qui est le plus adapté à vous, à votre situation actuelle, mais également au développement de votre entreprise. Voilà, mais si je peux me permettre, pour animer depuis 15 ans des petits déjeuners de la création, d'avoir un petit peu de vécu de ce côté-là, sincèrement, ne passez pas trop de temps. Je vois beaucoup de créateurs qui passent des heures à essayer de comprendre les statuts, à lire, etc. Mais mon Dieu, je ne comprends rien. Allez voir des professionnels. Le premier rendez-vous qu'un avocat est gratuit, je crois que c'est ça, la première intervention généralement. Je ne sais pas si c'est des avocats parmi nous. J'allais dire, ils sont vous êtes là, pardon, bonjour. L'ordre des avocats qui est ici, donc j'ai vos renseignements, allez voir des professionnels, ils sont là pour ça. J'allais dire, ça vous coûtera peut-être un petit peu de sous. La banque financera aussi, ça fait partie des investissements de départ, et même ça va crédibiliser votre projet, à mon avis, effectivement. Allez voir un expert comptable, allez voir des avocats. C'est incroyable, je vois des jeunes créateurs qui vont passer des mois, ça les interroge complètement, dans le stress, quel statut je prends, tu comprends les impôts derrière. Attendez, les impôts, vous n'en payez pas encore, hein, d'accord? Commencez par aller voir un expert, allez voir là, et vous aurez toujours le temps en plus après de vous faire accompagner pour adapter légèrement la chose, mais ne perdez pas trop de temps là-dessus, concentrez-vous sur le commercial et sur votre business. Je crois que déjà il y a beaucoup de choses qui seront bien. Et puis non, il n'y a pas de statut miracle, ne vous précipitez pas tous chez l'auto-entreprise, tout s'écroule. Voilà. L'auto-entreprise c'est bien, ça s'appelle plus auto-entreprise, non, ça s'appelle je sais pas comment, ça change de nom, pardon. Micro-entreprise, voilà, c'est pas le régime miracle non plus, contrairement à ce qu'on peut croire. C'était trop beau, c'est un truc, ça semblait tellement facile. Alors voilà, j'ai créé, j'ai mon statut, c'était la clé numéro 5 je crois de mémoire. Clé numéro 6, il y a vous, bah oui, il va falloir vous protéger, voilà, il va falloir qu'il se protège un petit peu notre créateur, qui s'appuie en premier que Loïc, nous amène Loïc. Alors effectivement. Je vais continuer. Effectivement, le choix de la forme juridique va également influer sur votre statut social en fait. En tant que dirigeant d'entreprise, vous allez avoir un statut social qui peut être différent en fait. Vous pouvez être travailleur non salarié ou salarié de votre entreprise. Donc là également, il faut se pencher sur le sujet. Par exemple, si vous êtes travailleur non salarié, vous serez affilié au SSI qui remplace le RSI. Donc il y a peut-être pas mal de monde qui se pose des questions et qui est content que le RSI ait été supprimé. Voilà, dans les médias, ça ne change pas grand-chose. Oui, à part l'acronyme, ça change quelque chose pour l'instant, non? À part le nom, pas grand-chose. Donc, voilà, donc il faut faire attention. Il y a des idées qui sont préconçues. Voilà, je ne veux pas être RSI, mais finalement, peut-être que le RSI est plus adapté à vous et à votre entreprise. Donc là également, faites-vous accompagner. Voilà, il faut pouvoir chiffrer en fait en termes de cotisation sociale ce que ça va vous coûter au RSI ou après en tant que salarié de votre société. C'est aussi l'expert comptable où il faut aller au RSI ou l'expert comptable à ce travail, à ce rôle-là de l'expert comptable vous accompagne également. Il peut chiffrer en fait le montant des cotisations en fonction de la rémunération que vous estimez pouvoir avoir ou des bénéfices si vous êtes en entreprise individuelle. Donc là, c'est le caractère obligatoire, c'est incontournable, on est obligé de... Tout à fait, il faut une protection sociale pour les dirigeants, c'est un point qui est... Même si on a un autre travail en parallèle, comme souvent les jeunes créateurs, ils sont salariés d'un côté, ils doivent être affiliés au RSI obligatoirement de l'autre côté également. Alors, ça dépend de la forme juridique qui va être choisie au départ, effectivement. Si vous êtes en SARL, en tant que gérant majoritaire, il faudra être également affilié au RSI et cotiser au minimum sur le montant minimal.
D'où le succès, j'imagine, de la SAS. Voilà, c'est notre débat, on ne va pas en parler. Allez voir les avocats, allez voir les experts comptables, allez voir les avocats, ils sont tous là, vous verrez, ils vont vous détailler ça, parce que ça mérite, rien que ce point mérite vraiment votre attention. Mais attention, encore une fois, allez voir les experts, je crois qu'à ce stade-là, c'est quasiment incontournable. Et puis il y a tout ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est incontournable, parce que c'est un risque quand même de se lancer dans son entreprise. Et puis parfois on le découvre à son dépens quand on n'a pas fait tout ce qu'il faut. Alors Isabelle, justement, quels sont les points clés sur lesquels le jeune créateur doit faire attention? Alors tout à fait, effectivement, c'est un incontournable. Donc vous venez de voir effectivement toute la partie obligatoire et en complément, effectivement, eh bien, il est important de prendre du temps avec son assureur pour faire un bilan afin de trouver des solutions qui vous sont adaptées. Effectivement, donc vous avez repris ou créé une belle entreprise et votre objectif c'est qu'elle tourne. Mais sans vous, votre entreprise elle aura des difficultés à tourner. Ça veut dire que sans vous, si vous arrive un accident, une maladie, eh bien il faut vous protéger pour que votre entreprise puisse continuer effectivement. Donc effectivement, nous allons effectivement aborder 3 points. Vous, en tant que personne, pour vous apporter des solutions en cas de décès, en cas d'accident, en cas de maladie. Vous protégez également par rapport à tous les dommages que vous faites aux autres à travers votre activité. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile du dirigeant pour tous les dommages corporels et matériels que vous pouvez causer, vous, vos salariés, à d'autres personnes. Et puis, 3e point, vous protégez au niveau de votre entreprise. Si vous avez des biens, des bâtiments, des commerces, des véhicules, des marchandises. Donc c'est important en fait de prendre du temps pour échanger avec votre assureur. Et votre assureur qui vous apportera la meilleure des solutions, ça sera celui qui va vous questionner. Ce qui veut dire que pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, il est important de tout lui dire, de faire un diagnostic de votre entreprise pour qu'il vous propose la meilleure des solutions possibles vous concernant. Il est important de ne pas avoir uniquement en tête le tarif. Un tarif ne veut rien dire. Il est important de poser votre entreprise, de poser votre problématique pour qu'on vous apporte des solutions avec le coût qui sera en fonction de ce que nous allons vous proposer. Voilà. Donc il est important de bien choisir et surtout après c'est de faire un point régulièrement avec ce dernier, c'est-à-dire que vous êtes des professionnels, il est important de revoir votre assureur tous les ans. Et au préalable, je vous conseille également, en fonction effectivement de vos entreprises, d'établir, de faire un diagnostic en termes de prévention et souvent votre assureur est capable de vous apporter une solution dans ce domaine-là. Ça peut être une notion d'extincteur, de télésécurité du bien, des personnes, etc. Voilà. Et dernier point, c'est de bien choisir un niveau de garantie et un niveau de franchise en adéquation avec l'activité que vous réalisez dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, parce que c'est un métier, effectivement, et vous, votre métier, c'est de développer votre entreprise. Il est important de poser toutes les questions et de mettre bien à plat votre dossier pour faire le bon diagnostic. Pour les, dans le sens d'Isabelle, deux cas concrets que j'ai vus chez d'autres entrepreneurs. Vous savez, vous faites venir votre premier stagiaire, tout content, le stagiaire arrive chez vous, voilà, effectivement, sauf que vous n'êtes peut-être pas assuré dans vos locaux pour recevoir un collaborateur, soit simplement ce stagiaire. Vous allez me dire gentiment, tiens, est-ce que tu veux bien aller chercher, aller chez l'imprimeur les 500 flyers que j'ai fait? Mais lui, il prend sa voiture personnelle et il n'est pas assuré. Et le jour où l'accident arrive, c'est là où il y a gros problème parce qu'on a un corporel. C'est pas la faute de l'assureur, c'est parce que vous ne lui peut-être pas donné tous les éléments au bon moment pour savoir si vous couvrez également un collaborateur dans le cadre d'un déplacement qui devient professionnel. Voilà. Dans cet exemple, j'ai connu aussi une entreprise qui a organisé un événement dans ses locaux, qui a accueilli 150 invités. Bon, c'était la soirée de lancement, sauf que c'était pas son assurance de responsabilité civile, minorité civile et liquide, mais il fallait verser l'événementiel parce qu'il organisait un événement. Et c'est pas du tout la couverture, et là, en l'occurrence, une personne s'est tombée dans les escaliers, s'est cassé une jambe, et là, les soucis ont commencé. L'assurance, c'est pas mineur, c'est vraiment pas mineur, c'est quelque chose d'important, et je rejoins Isabelle, il faut tout dire à votre assureur. Alors oui, bien sûr, lui, dans sa tête, il se dit, alors attendez, s'il veut ça en plus, on va mettre 50 € de plus, 100 €, ouais. Mais le jour où les problèmes arrivent, je peux vous garantir que l'assureur, c'est souvent quelqu'un, on dit, ok, on a fait une RC, l'entreprise, c'est bon, on est couvert. Non, pensez bien à discuter avec l'assureur. Et c'était donc la clé numéro 7, la salaire d'assurance, et c'est pas une clé à 1000 €. Le 7, ça porte chance, moi je dis c'est ça. Pardon, Jérôme. Je me permets juste de rajouter une chose, on l'évoquait ensemble. La première des assurances aussi, liée à la banque, c'est l'assurance de votre prêt. Votre prêt professionnel doit être assuré pour le décès, pour l'invalidité,
définitive ou aussi temporaire. Donc pensez bien, je fais un prêt, je l'assure dans le cadre de mon activité professionnelle. Bon, c'est absolument pas un point à minorer. Voilà, c'est quelque chose sur lequel. Mais là aussi, ne cherchez pas trop à vous documenter. Je ne devrais pas dire ça. Hein. Je dirige la rédaction du Courrier des entreprises, qui est un gros média sur Clermont. Donc le web, c'est mon quotidien. Voilà, on va dire que non, tout est sur Internet. Non, tout n'est pas sur Internet. Loin de là, tout y est plutôt, mais tout est tellement confus. Et voilà, vous devez aller voir un professionnel, il va vous déconseiller. En une demi-heure, ce qu'on mis 6 mois à trouver sur Internet. Voilà, c'est clair. C'était donc notre point numéro 7, disais-je. Et le point numéro 8, David, je reviens vers toi, parce qu'on j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, que l'humain est au centre quand même de tout ce parcours. Il est très technique, ce parcours. Il y a l'humain avant tout, avec un grand H. Il faut se former aussi un petit peu. Alors justement, ce qu'on va en parler, la formation du chef d'entreprise. Du futur, peut-être chef d'entreprise et du chef d'entreprise après. Oui, la formation, donc c'est lié au premier point qu'on a abordé en tout début de l'intervention, hein, votre profil de futur entrepreneur. Là aussi, très souvent, vous avez le réflexe de vérifier vos qualifications par rapport au métier que vous allez exercer. Vous formez peut-être sur des formations complémentaires par rapport à ce métier, et vous avez bien raison de le faire. Par contre, on oublie assez fréquemment les formations de chef d'entreprise. Formation indispensable s'il en est pour a priori réussir mieux plus tard, puisque on a parlé jusqu'ici de l'accompagnement des experts qui favorisent la réussite d'une entreprise, mais l'aspect formation est aussi hyper important. Alors, on a des stats qui sont bougent pas trop d'année en année, mais en moyenne on a 50% d'entreprises qui réussissent, qui sont toujours là au bout de 5 ans. Pas énorme, mais c'est les stats. On constate que sur les entreprises à la fois où le futur entrepreneur s'est fait accompagner et s'est formé, on est à 80% de réussite. C'est les stats, mais ça parle quand même. Alors il s'agit de faire des formations, plusieurs offres de formation, enfin, notamment au niveau de la CCI, on a la formation 5 jours pour entreprendre. En 5 jours, en fait, vous allez aborder tous les aspects qu'on est en train d'aborder ici sur un format d'1h30. Si vous dépendez de la Chambre des métiers, vous avez aussi le stage préalable à l'installation de la Chambre des métiers, qui est un peu pendant du 5 jours pour entreprendre. Pendant ces 5 jours, vous allez aborder effectivement tous les aspects liés à votre futur rôle de chef d'entreprise. Alors en 5 jours, vous n'allez pas obtenir un BTS ou un master d'entrepreneuriat. Par contre, vous allez quand même avoir une formation certifiante, donc qui est valorisable aussi dans le cadre de votre profil pour la suite. Et surtout, vous allez apprendre tous les éléments qu'on a abordés là ce matin tous ensemble, et surtout, sans vouloir vous transformer en expert comptable, en banquier, en assureur, en expert du marketing, etc. Voilà, vous n'allez pas devenir expert de chacun de ces sujets. Par contre, vous allez savoir ensuite utiliser chacun des termes spécifiques à ces différents sujets. Vous allez savoir ce qu'est un besoin en fonds de roulement, vous allez maîtriser la marge commerciale, vous allez maîtriser les garanties, vous allez maîtriser les prêts à court et moyen terme, vous allez maîtriser une partie de l'approche marketing. Donc ça sera très facilitateur, je pense qu'on peut dire ça, dans votre future posture de chef d'entreprise, puisque à travers cette formation, vous allez vraiment vous approprier le futur fonctionnement d'une entreprise et pour le coup, savoir exactement discuter avec un bon niveau d'expertise avec chacun de vos futurs partenaires. Donc formez-vous et là encore, il y a forcément un petit investissement financier, même si on arrive à le minorer un maximum sur ce type de formation, mais c'est vraiment un investissement important pour la suite. Christophe, je ne sais pas, un mot sur cette adéquation finalement entre l'homme et le projet, et qui fait effectivement, est-ce que la formation c'est aussi un label de qualité aux yeux d'un banquier? Pour rebondir sur ce que David et ce qu'on s'est dit au début, l'humain est primordial sur votre projet et le banquier, je le répète, va regarder si votre profil est en adéquation avec votre projet. Le banquier, il a une case très importante à cocher quand il envoie votre dossier, c'est le profil du CV, du diplôme et de l'expérience. Aujourd'hui, il est compliqué, imaginons, je dis souvent aux 5 jours pour entreprendre justement, imaginons, moi, Christophe Cheminade, je me crée un restaurant demain tout seul. J'ai rien sur mon CV qui indique que je suis capable de le faire, j'ai aucun diplôme qui me permet de faire de la cuisine, et encore pire, j'ai aucune expérience.
dans ce cas-là, moi je ne me prêterai pas moi-même. Voilà. Donc en fait, il y a une case très importante pour le banquier qui est celle du CV, du diplôme et de l'expérience. Alors je parle des trois, mais il ne faut pas avoir le diplôme du top dans son domaine, 10 ans d'expérience et 40 lignes sur son CV. Mais voilà, encore une fois, pour rebondir sur l'humain, c'est important d'avoir un profil en adéquation avec son projet pour faciliter l'accès au prêt tout simplement et à la création de cette entreprise. Alors pour faire court, sauf si d'entre vous veut réagir, on enchaîne parce qu'on a dit effectivement qu'on terminait à 10h et qu'il nous reste encore un point à voir, 2 points à voir. Et puis après derrière le témoin, et puis derrière après effectivement le pitch. Il y a une étape importante aussi, il faut que je me pose quelque part. Il faut que je m'installe. Alors je sais que c'est la tendance de se mettre parfois un peu chez soi, c'est que ça peut marcher effectivement. Mais il faut que je trouve des locaux adaptés. Alors on va peut-être pas parler de l'offre immobilière, mais au moins des outils dont dispose notre territoire, David, effectivement, qui permettent de trouver un lieu d'accueil pour installer son entreprise. Alors l'implantation, ça fait partie de la stratégie globale d'entreprise, donc il faut vraiment aborder ça de façon très, très sérieuse et vraiment le relier à votre propre activité. Là aussi, ça peut être un investissement éventuellement. On peut avoir sur certaines activités effectivement le réflexe de minimiser les coûts un maximum et de s'installer chez soi. Ça peut être une bonne idée, mais ça peut être aussi une mauvaise. Il faut surtout s'installer dans le meilleur endroit possible vis-à-vis de sa clientèle. Si vous êtes un commerce, forcément on va regarder les éléments de marché, les éléments liés à la zone de chalandise et au potentiel commercial. Si vous êtes plutôt sur une activité de service, c'est là où parfois on peut se poser la question de s'installer chez soi. On va plutôt regarder peut-être la proximité avec vos futurs clients, la proximité des voies de communication si vous êtes amené à faire des déplacements hors aglo, hors département, voire hors région. On va aussi considérer ça par rapport à la crédibilité que vous allez devoir afficher vis-à-vis de vos futurs clients. Voilà, quelqu'un qui démarre chez soi, ça peut être bien, mais vis-à-vis de clients qui attendent peut-être une d'autres garanties de solidité, de crédibilité d'entreprise, c'est peut-être pas forcément pertinent. Donc sur les aspects implantation, effectivement, alors c'est toujours très lié à l'étude de marché qu'on a évoqué plus tôt. Après, sur des activités plutôt de service, on a une offre immobilière, notamment en pépinière d'entreprise, notamment des pépinières que gère Clermont-Auvergne Métropole. On en gère aussi en direct au niveau de la CCI. Donc les pépinières, c'est quoi? C'est des locaux qui vous accueillent de manière qualitative, avec des conditions financières plutôt favorables, des conditions également de rupture de bail qui vous facilitent le déménagement si besoin, avec éventuellement des services partagés en termes d'accueil téléphonique, de secrétariat, de photocopieur, etc., d'accès Internet aussi. Donc regardez bien tout ça et ayez vraiment une vision large, et ça aussi, nous on vous aide au niveau de la CCI à faire les bons choix par rapport à ça. Ne pas s'engager en tout cas trop vite sur un bail trop long qui vous figerait finalement à un endroit précis qui ne serait pas forcément bon dans la durée. Est-ce que la vague émergente du coworking, entre autres, c'est quelque chose d'intéressant? Il y a une offre également sur notre territoire, on trouve régulièrement. Finalement, est-ce que le plus compliqué là aussi, c'est de se poser, d'avoir le bon interlocuteur? Est-ce que j'allais dire, la chambre de commerce a ce rôle-là? Est-ce qu'il vous arrive de conseiller aussi, je ne sais pas, l'expert comptable, les banquiers, sur le choix d'implantation? Le choix de l'implantation, est-ce que vous avez des questions aussi qui vous sont posées ou pas? On vous demande quoi finalement aussi à l'expert comptable? Est-ce qu'on vous demande de trouver un local? Est-ce qu'on vous demande plein de choses ou pas? Est-ce qu'on vous limite aux chiffres? Est-ce que vous êtes le vrai conseil 360 du jeune créateur? Alors, ça va dépendre un peu du créateur, effectivement. Voilà, plus un créateur est entouré, plus il aura d'avis de différents professionnels qui vont l'accompagner et le conseiller. Après, nous, on n'est pas une agence immobilière non plus, mais on peut donner notre avis sur des implantations. Oui. Ça fait partie de l'approche globale qu'on a dans l'accompagnement des créateurs. Alors sur les espaces de coworking, puisque tu l'as évoqué, ils sont là également, les espaces de coworking, donc c'est vrai que n'hésitez pas là aussi à vous rapprocher d'eux et à voir, comprendre leurs conditions de fonctionnement et pourquoi pas voir si c'est une solution qui s'adapte à votre projet.
Et ça, effectivement, c'est relativement nouveau. Ça a émergé il y a 4-5 ans. Alors, en année, c'était le point 9, si je ne m'abuse. Maintenant, vous savez où vous logez également. Alors, vous l'avez compris, encore une fois, c'est quelques clés. On balaye en 1 heure les 10 clés essentielles, mais toutes les réponses sont sur tous les stands lors du forum. On parlait des espaces de coworking, effectivement. J'ai aperçu nos amis de Pense au Réseau qui, au départ, qui vont faire Servol, qui maintenant aussi un espace de coworking, mais ils sont tous là. Il nous reste une seule chose à faire, c'est le dernier pas. Le premier, finalement, je vais passer où je peux le faire en ligne maintenant, le centre de formalité des entreprises. Alors, Kesako, à quoi ça sert et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, David? Alors généralement, on a plein de questions par rapport à ça, mais c'est pratiquement l'étape la plus facile. Une fois qu'on a bien fait toutes les autres, vous avez un centre de formalité des entreprises donc, qui s'occupe de créer formellement, d'enregistrer votre création d'entreprise et de vous délivrer l'extrait CABIS, donc qui sera ensuite la preuve d'existence de votre entreprise. Le rôle de ces centres de formalité des entreprises, on en a encore 7 je crois, avant la création d'un seul guichet en ligne qui va arriver, c'est annoncé dans la loi Pacte, là, qui va arriver à l'horizon 3 ans. La vocation de ces centres de formalité des entreprises, donc, c'est de centraliser votre immatriculation et vos démarches d'immatriculation. Autrement dit, vous n'avez plus besoin, depuis maintenant pas mal d'années, de vous rendre au centre des impôts, enfin des finances publiques, à l'URSSAF, à l'INSEE, à la Chambre de commerce, au tribunal de commerce, auprès des organismes de protection sociale. Donc ça, c'était un peu le parcours du combattant il y a quelques années pour créer son entreprise, avant la mise en place des centres de formalité des entreprises. Donc qui sont-vous ces centres de formalité des entreprises? Selon votre activité, vous allez être dirigé auprès de différentes structures. La CCI pour les activités de commerce, de prestation de services et d'industrie. La Chambre des métiers pour les activités artisanales, l'URSSAF pour les activités libérales, etc. Donc on vous informe de tout ça, bien sûr, en cours d'accompagnement. Mais là, vous trompez pas là-dessus, c'est pas forcément, comme je disais, le plus difficile, c'est pas long. L'immatriculation des entreprises aujourd'hui, c'est très rapide, hein. Sous 48 heures ça peut être fait. Au niveau des coûts d'immatriculation, ça va varier en fonction de la forme juridique choisie. C'est pas des coûts qui sont excessifs et puis là encore ça se finance. Voilà, donc c'est peut-être la 10e clé, mais c'est pas la plus compliquée, je dirais. Pourtant, Dieu sait, si on voit des créateurs qui se posent des questions sur cette étape-là, un CFE en ligne, ça va changer beaucoup de choses, ou finalement, on renseigne une fiche administrative quelque part. Est-ce qu'on peut commencer son activité d'ailleurs si on n'a pas son CABIS, si on n'a pas encore reçu le sésame de l'inscription? Est-ce qu'on peut marquer entreprise en création? Il y a tout un mythe ou pas là-dessus sur, je vois David qui hoche la tête, après, est-ce qu'on peut ou pas finalement démarrer si j'ai un premier client le jour où je m'inscris? On ne pourra pas facturer, en tout cas, avant d'avoir son CABIS. Donc, on peut engager certaines démarches, mais on ne le conseille pas forcément. Il vaut mieux que tout soit bien clair légalement pour pouvoir réellement démarrer son activité. Mais c'est pas sûr que l'assurance fonctionne dans ce cas-là. Voilà, on n'est pas officiellement créé. Exactement. Et oui, donc ça c'est une question qu'on entend souvent. Est-ce que j'ai un premier client, il faut que je le fasse, alors je ne suis pas encore inscrit, je vais le faire, mais j'ai le droit. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Vous pouvez, mais vous n'avez pas vraiment le droit s'il se passe un problème. J'ai mes 10 clés, et puis là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers le témoin, parce que, en sachant qu'une fois qu'on a l'aspect vraiment, alors là, c'est ce qu'il faut faire, c'est les 10 clés essentielles. Guillaume, peut-être en 2 mots, on retrace un petit peu l'aventure de la création, son parcours, et puis peut-être, est-ce que votre réaction par rapport au point donné, est-ce que vous avez suivi main sur le cœur tout ce parcours, ou est-ce que vous avez votre propre vécu pour vos aventures, vos propres réussites ou échecs dans ce parcours? Est-ce qu'on peut en parler en quelques minutes? Alors donc moi je me reconnais dans beaucoup de points qui ont été cités ici, évidemment. Quand on s'est lancé dans cette aventure à deux, on a commencé par le début. Et le début, c'est d'avoir une idée. Alors on n'avait pas d'idée, on a cherché un truc parce qu'on avait envie d'entreprendre. Donc vous étiez d'abord des entrepreneurs et vous avez cherché l'idée, mais c'est pas l'inverse. Voilà, d'accord, ok. Cet esprit-là. Et
croise toujours les doigts pour que ce soit la bonne idée, mais ça décolle, donc on est content. Je crois que si vous êtes tous là, c'est que ça vous titille un peu. Créer quelque chose, vous avez envie de monter quelque chose, donc il y a beaucoup de choses à avoir dans la caisse à outils. Je pense qu'on a un aperçu qui est très complet et très précis. Mais c'est vrai que du coup, l'aventure humaine au départ, c'est ça. En fait. On a envie de créer, on a envie de se réaliser, et au final, nous, c'était quelque chose qui disait voilà, on laisse nos jobs de côté et on essaye de monter quelque chose parce que le temps passe et puis qu'on a envie de créer quelque chose de notre propre main, d'une certaine manière. Donc je crois que cet élan positif, c'est la base de tout. Et selon les activités sur lesquelles vous vous orientez, je crois que avant de reparler de Woom, je crois que vous gagnerez du temps à aller voir des professionnels du même secteur que vous. Vous voulez monter une boulangerie, allez voir un boulanger. Vous voulez monter un business d'artisanat, allez voir des artisans. Vous voulez monter un business en digital, allez les voir. Vous les rincez, vous leur payez une bière un soir et puis vous les faites parler. Et vous leur demandez un peu par quelles étapes ils sont passés. Pardon, il faut lancer les bières dans... Non, pas les bières. Son propre, hein, c'est de la trésorerie, c'est plus. Moi, on m'a payé un paquet d'apéros. Non, mais blague à part, c'est très important. Et nous, en fait, on aime bien avoir ces discussions-là avec les gens qui viennent nous voir et qui se destinent à des projets de boîte sur le même secteur. Au passage, à ce stade-là, l'idéation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec. On a une idée, on a envie de passer un peu de temps à y réfléchir, à essayer de construire quelque chose, et ensuite ça débouchera ou ça débouchera pas, mais c'est un moment qui est quand même assez sympa en soi, de passer 3-6 mois à construire cette idée. Ce qui s'est passé avec Woom, au final, ensuite, c'est que on a essayé de formaliser cette idée. Donc alors il y a un format que tout le monde connaît, et je pense que ça se rapproche un peu des discussions que vous pouvez avoir avec les interlocuteurs qui sont ici. C'est le format du pitch. Alors c'est très à la mode le pitch, n'empêche que c'est très pratique et ça aide à formaliser une vision. Donc il y a des étapes à suivre. Donc qui suis-je, où vais-je, hein, c'est exactement ça. Dans quelle étagère? Qui sont mes clients, combien je peux en vendre, etc. C'est des hypothèses très basiques. Le prévisionnel financier est très important, mais à ce stade-là, il n'est pas important. Il faut essayer de coucher quelque chose sur le papier. Et ensuite, on a parlé un peu des structures qui accompagnaient sur le territoire, et il faut aller leur présenter ça. Et nous, pour être très concret, on allait présenter ça à l'incubateur Buzy. Il n'y a eu aucun jugement dans notre présentation, on était un peu rêveur, on a présenté un truc qui était un peu perché. Par contre, on nous a dit, formellement, il vous manque quelques points, etc. Donc il faut que vous travaillez sur telles étapes, sur votre marché, sur vos clients, sur le prix moyen, etc. Mais c'est ça que je vais trouver admirable à ce moment-là, c'est qu'on a chacun nos idées, chacun nos envies, et nous on a trouvé vraiment une oreille bienveillante, et je pense que c'est le cas aussi de tous les gens qui sont autour de la table. En tout cas, à ce stade du projet, c'est comme ça qu'on a fait. Et ce jour-là, quand on a fait l'effort de faire cette présentation, et qu'on avait à présenter cet incubateur à Buzy, on avait déjà un pied en dehors de notre job personnel. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on a créé un élan. Voilà. Ce qu'on a présenté était très loin de ressembler à ce qu'on a monté actuellement. Donc, une fois de plus, Woom.fr, c'est un site de réservation de loisirs. Donc, parapente, il y a des activités de bien-être, etc., qui est destiné à toute la famille. Donc, allez faire un tour. C'est très loin, si on sortait le pitch initial, très très loin. Cette phase d'expérience, de montée en compétence, en fait, elle est très importante. Donc on accumule de l'information, on va la chercher, et idéalement, dans un premier temps, on va effectivement la chercher auprès de créateurs d'entreprises ou gestionnaires d'entreprises similaires dans son secteur. Allez-y, discutez. Je promets qu'il y a énormément de réponses que vous allez trouver auprès de ces gens-là, et qui d'ailleurs vous orienteront vers différents prestataires, différentes structures, les banques, les avocats, etc. Donc voilà en gros le premier conseil. Après, on procède étape par étape. Alors, il y a tout un univers autour des starters qui part du principe que c'est facile de monter une boîte en 6 mois et ça va se passer. C'est pas le cas. Ça fait 3 ans qu'on est dessus. Il y a eu 1 an et demi de réflexion. Ensuite, on s'est monté sur un premier format de plateforme.
Et puis maintenant, on a trouvé notre équilibre et les ventes décollent assez fortement ces derniers temps. Donc on est très content de ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps d'être un peu moins con au final. Hein. Enfin, on prend des décisions de moins en moins connes quand on avance. Hein. Enfin, c'est un peu bête, mais Oui, bien sûr. et voilà. Et en fait, c'est pareil partout. Hein. Vous improviserez pas le joueur de tennis professionnel. Il faut s'entraîner. Donc il faut accepter ce rapport au temps. Le rapport au temps, il se tend un peu ensuite quand il y a des financements, évidemment. Parce qu'on a un prévisionnel, parce qu'il faut le tenir dans la mesure du possible. Et parce qu'on peut avoir des investisseurs, c'est le cas en l'occurrence. Donc voilà. Pour revenir sur ce qui a été dit, nous, cette phase de pré-création, cette phase d'idéation, donc avant de s'y matriculer, et le phase de début d'activité, juste après l'immatriculation, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été cités ici. Les premiers, c'est les dispositifs financiers. Il y a la bourse AT2I+, donc nous on est allé chercher 20 000 € chacun à deux, donc c'est très concret, 20 000 € chacun à deux, donc c'est des prêts perso, hein, donc on les rembourse 300 € par mois en ce moment, et ça nous a aidé à décoller, à embaucher un premier développeur. On est allé chercher la bourse French Tech, donc ça c'est plutôt BPI, Comité Inauvergne, donc là c'est pareil, je pense qu'ils ont leur stand ici. Là c'était, je crois, ça peut aller jusqu'à 30 000 € et sur les 30 000 €, ils ont financé 30%. Donc là, il y a une forme d'apport personnel. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie. Moi, après, il y a eu le chômage. Ça a duré 5 mois, pensez-y. Parce que si vous êtes dans un job et que vous voulez entreprendre, c'est super. Donc il y a un statut qui vous garantit 3/5 de votre salaire pendant un certain temps. Hein. C'est comme ça que le chômage fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire. Je pense que c'est un vrai tremplin. C'est un vrai tremplin pour continuer. Donc n'hésitez pas. Vous allez cotiser pour ça. Donc allez-y. Et puis du coup, ensuite nous, on est dans un secteur où, alors on a parlé d'études de marché tout à l'heure. Ça c'est pareil, dans la phase d'idéation, l'étude de marché, alors c'est très important l'étude de marché, et je pense qu'effectivement, on a beaucoup parlé de commerce, de fonds de commerce, éventuellement d'artisanat, etc. Je pense que là, effectivement, les informations à la CCI ou chez les banquiers, vous les avez. C'est-à-dire les paniers moyens d'une certaine manière, la rentabilité, ça c'est de l'info qui existe, elle est sûre. Je pense que pour le coup, c'est vraiment important de discuter avec ces gens-là. Par contre, tester une idée, parce que ce que vous créez, c'est finalement un concept, hein, c'est votre concept. Vous pouvez ouvrir une autre boulangerie, hein, mais peut-être que vous avez un pain qui va faire un truc comme ça, j'en sais rien, mais voilà, c'est votre concept, vous y croyez, il faut y aller. Testez ça. Alors c'est plus vrai encore dans le digital. Faites un petit site internet. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Il y a des plateformes qui vous permettent de faire, qui prennent par la main et qui vous permettent de faire des petites pages. On appelle ça landing page. Alors il y a beaucoup de franglish dans les permanences. Mais une petite page qui résume votre pitch. Donc à qui ça s'adresse, qu'est-ce que je propose. Donc là vous mettez un dessin, une photo. Enfin vous mettez, si vous voulez faire un radio réveil. Le construisez pas, juste dessinez-le, ou prenez une photo de quelque chose qui ressemble, et puis vendez-le. Vendez-le. Sur cette landing page, en fait, mettez une petite boîte achetée, et ensuite la personne, vous lui direz, désolé, il n'est pas encore sur le marché, mais on serait très heureux de discuter avec vous de ce qui vous a incité à cliquer sur ce bouton-là, parce que du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous a intéressé là-dedans. Donc nous, on a fait ça. On a fait une coquille vide au début, une application sur laquelle on permettait aux gens de réserver et on leur expliquait, désolé, mais il n'y a rien à réserver, on est en construction et on a vraiment besoin de votre avis. Et on a eu les gens au téléphone et c'était une phase aussi qui était très sympa parce que c'était une phase de premier contact client qui était vraiment bénéfique pour nous. Donc pour revenir sur cette landing page, en fait il y a des outils très, très pratiques qui vous permettent, de créer votre petite page, et deux, c'est vraiment pas inné, hein. Nous on s'y est mis il y a peu de temps, mais Google fait des annonces Google, vous les voyez tous là, en haut des pages quand vous tapez un truc. Ça s'appelle les AdWords, vous mettez un budget de 100 €, vous apprenez grosso modo à faire le truc, il y a des vidéos sur internet où vous faites aider, hein. C'est vraiment pas évident pour le coup, et vous diffusez ces pubs pendant une semaine ou deux, et vous regardez un peu, voilà. C'est difficile d'aller chercher des clients, mais eux ils vont vous les chercher.
franchement, là, pour le coup, croyez-moi sur parole. Après, la question, c'est est-ce que c'est rentable? Donc nous, on y travaille. Est-ce qu'on dépense plus en com qu'en engrange derrière? Donc ça, c'est... Par contre, ils vont vous les chercher. Voilà, des gens qui tapent radio réveil tous les jours 1000 fois en France, eh ben, il y en a. Et ils cliqueront sur votre lien, ils seront confrontés à votre discours, et certains d'entre eux, ce qu'on appelle la conversion, peut-être 2%, 3%, cliqueront sur acheter. Et là, il faut essayer de les recontacter pour voir ce qu'il aura plu, ce qu'il n'aura pas plu. Donc ça c'est des phases amont finalement qui sont très intéressantes à mettre en place, parce que d'une part c'est excitant, vous avez votre idée, vous la poussez au bout et c'est assez génial, sans personne n'a rien à dire de sa réussite, de son échec, tout ça vous vous foutez. Voilà, donc ça c'est des petites choses nous qu'on a essayé de faire, et du coup pour revenir sur Woom, après on a eu la chance d'aller voir un investisseur. Alors ça a été compliqué, ça a duré 6 mois. On est sur un business B2C, donc du coup on s'adresse au grand public. La particularité aussi, c'est qu'on va chercher des prestataires de loisirs dans un premier temps, et qu'ensuite on les met en relation avec des clients qu'on va chercher également. Donc c'est des marchés un peu bifaces, on s'est vraiment pas facilité les choses là, mais voilà, on a 800 prestataires maintenant, et les ventes décollent, donc, mais ça a pris du temps. Donc voilà, donc on a trouvé cet investisseur, ça a duré 6 mois, il nous a testé. À cette époque-là, on n'avait pas grand-chose, on avait un test dont je vous ai parlé, on n'avait pas de vente particulièrement, alors c'était pas évident à défendre comme dossier. Néanmoins, du coup, on a réussi à faire nos projections, pour le coup là beaucoup plus formelles avec l'aide d'experts comptables. On a réussi à défendre le beefsteak et on a réussi à avoir un ticket, comme on dit, pour entreprendre, qui nous a permis d'aller plus loin et d'y aller étape par étape. Je vais devoir arrêter, excusez-moi par rapport au timing. Pas de souci. Le mot de conclusion, voilà. C'est qu'effectivement, tous les dispositifs financiers, que ce soit suite à une levée ou que ce soit suite peut-être à des emprunts bancaires, faites le tour des stands. Nous, quand on a fait la levée de fonds, la BPI était là en relais pour abonder avec un prêt à des conditions extrêmement favorables. La BPI garantissait aussi un prêt qu'on a eu auprès de notre banque, la BNP. Donc voilà, donc faites le tour des stands, il y a des solutions, il faut vous gardiez en tête, moi c'est mon message, que c'est une super aventure. Si vous avez les fesses sur ces chaises là aujourd'hui, c'est qu'a priori il y a quelque chose qui se passe en vous là, donc ça va décoller. Voilà, donc continuez et puis bonne chance. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, parce que normalement on termine à 10h, vous m'éloignez de l'enceinte, c'est pour ça que je ne voulais pas vous gêner, c'est les gens entendent Marius, mais si je vais par là, je suis sous l'enceinte et ça boucle. Normalement, il y a un jeu de questions-réponses, mais là, ce qu'on vous propose, c'est que vous allez le faire naturellement avec chacun des intervenants et tous les exposants toute la journée. Donc, ce n'est pas la peine de faire un jeu de questions-réponses à ce stade-là. Pour conclure, on avait promis de terminer à 10h, pour que vous ayez eu le temps après de faire tous les stands. On va maintenant parler d'un pitch. Tu l'as dit tout à l'heure, le pitch incontournable, c'est le truc à la mode en ce moment, mais en même temps, c'est un exercice plus que compliqué. Où sont-ils, mes pitchers? Ils sont là. Je vais m'éloigner de l'enceinte, voilà. Benoît Garachon, David Ramirez, je vais vous laisser le micro, je vais vous donner le mien d'ailleurs, ce sera plus facile, et j'aimerais que dans quelques mots, vous nous présentiez, j'allais dire, votre aventure à vous, le parcours, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que Download, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs. Voilà, je vous cède le micro, parce que là c'est un pitch, c'est eux qui vont vous présenter leur entreprise, et je vous rajoute un tout petit mot de conclusion après, et bon courage à vous. Bonjour à toutes et à tous, alors, on va faire rapide. Pitch en 3 minutes, donc on va essayer de rester dans les temps. Donc David Ramirez et moi-même Benoît Garachon, nous sommes les cofondateurs de la plateforme Downprod, une plateforme de financement participatif en don, dédiée au projet de création, reprise et développement d'entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez compris, notre vocation, c'est vraiment d'avoir un développement économique local et de le favoriser par le financement participatif. Un petit mot peut-être sur notre parcours pour que vous puissiez comprendre comment on en est arrivé ici, effectivement. Pour ma part, je suis conseiller en création reprise d'entreprise depuis 2014, donc j'interviens aussi avec la CCI, on oriente effectivement les porteurs de projets puisqu'on a quand même un très bon maillage de création d'entreprise avec les différents acteurs sur Clermont et plus largement sur l'Auvergne. Il y avait cette réflexion effectivement d'aider les porteurs de projets à avoir des fonds, à obtenir des fonds, d'accord, ce qui est un petit peu le nerf de la guerre. Les financeurs vous l'ont expliqué aussi. Donc cette partie de financement participatif,
qui est en perpétuelle évolution et qui permet à un moment donné d'arriver avec une part d'apport en plus, mais pas que. Ça peut vous permettre aussi de vendre vos produits quand on est sur du don, on est avec ou sans contrepartie. Ça permet de vendre effectivement. Donc vous touchez potentiellement vos consommateurs, vos futurs consommateurs ou consommateurs actuels. Et on a cette part d'avance de trésorerie à un moment donné. Si on a besoin de démarrer une production, on peut aller chercher des fonds via la plateforme. Et la plateforme est un excellent outil de communication possible. On est dans le mot crowdfunding, crowd, la foule, funding, financement. Donc financement par la foule. On va chercher un maximum de contributeurs, avec en général petites contributions qui en font au final assez conséquentes. J'ai pas laissé David se présenter, donc je vous laisse. Bonjour, donc moi je suis moi-même créateur d'entreprise et on a souhaité accompagner via cette solution de crowdfunding très à la mode parce qu'aujourd'hui c'est effectivement un excellent levier, que ce soit pour la partie financière mais également en termes de communication où on peut peut-être le préciser aussi sur d'être présent dès le départ avant même d'avoir peut-être un site internet sur la toile, via la page, via la campagne qui va rester pendant la campagne et même après. Voilà, donc on est tous les deux, on a déjà suivi un petit peu le cheminement qui a été présenté au préalable, puisqu'on est nous-mêmes chefs d'entreprise et on est passé par ces stades de création d'entreprise. Donc c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir peut-être pas, j'aime pas trop le mot conseiller, mais accompagner ou échanger sur nos idées, notre façon de voir les choses, comment on a vécu les choses. Et c'est en ça qu'on a aussi un accompagnement qui va être un petit peu différent, avec une autre vision en tout cas. Voilà. Pour faire en sorte que la campagne que vous allez mettre sur Domprod, si vous avez des projets, réussisse, puisque un point important, on est sur du tout ou rien. On est autant intéressé que vous que les campagnes, elles réussissent, puisqu'on travaille que au résultat. Voilà. Je voudrais juste rajouter qu'on a créé cet outil, alors on l'a créé étant chef d'entreprise et pour des chefs d'entreprise. D'accord, cet outil doit être vraiment un levier pour vous pour arriver à lever des fonds et à communiquer. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter ici. Si vous avez des questions, on est disponible bien sûr avec David, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous et merci à la CCI de nous avoir permis de présenter la plateforme. Voilà, vous l'aurez compris, vous avez la journée maintenant pour voir tout le monde, les pitchers, le témoin, Guillaume qui a plein de choses encore à raconter, il avait pris un cahier complet, c'est de notes, mais je suis désolé, c'est le timing. Et tous nos intervenants, si vous voulez bien, je vous propose peut-être de les applaudir pour les remercier, merci à eux. David, un petit mot de conclusion ou pas, la journée, qu'est-ce qui va se passer, il y a d'autres conférences maintenant qui démarrent, et puis on va libérer tout le monde pour aller sur les stands, peut-être 2-3 temps forts de la journée, je ne sais pas, ou des éléments incontournables. Alors plein de choses sur cette journée, effectivement, vous avez une journée qui sera séquencée par des conférences à la fois sur la thématique même de la création d'entreprise, comme dispositif je lance mon projet, je teste mon projet dans quelques instants, je finance mon projet cet après-midi, puis des conférences plus thématiques avec Orange sur la thématique d'accroître sa visibilité sur le web en tout début d'après-midi, et puis une conférence sur l'innovation, conférence de clôture organisée en partenariat avec le Bivouac, donc à 16h30 cet après-midi. Et la clôture de la journée, ce sera la remise des prix du 7e concours de la création reprise d'entreprise. 7 jeunes entreprises qui vont être primées. Donc pensez-y aussi, pour la suite, on ne l'a pas dit, mais les concours, c'est une façon de se faire de la notoriété, de se faire connaître, et éventuellement d'obtenir un prix en plus financier. Voilà. Alors je me permets juste de rajouter quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille pour le Courrier des entreprises, qui est un média tourné vraiment pour les créateurs d'entreprises. Et je vois que l'équipe est là, il y a Marie, Manon, Pierre-Édouard. Si vous avez des questions sur comment on peut vous aider en communication, ça sera avec un JD, c'est vraiment le mot. N'hésitez pas, toute l'équipe est derrière les panneaux là-bas. Il y a un café qui vous attend, c'est ça, j'ai oublié, m'a rappelé gentiment Fabrice, je sais pas où il a eu le café par contre, David, tu sais quoi, juste derrière là-bas, à Audrey, là j'ai repéré le point où on peut boire. Il y a un apéro aussi, non, voilà. Donc il y a un café qui vous attend là-bas, vous allez pouvoir continuer à discuter avec les intervenants, entre vous, merci et passez une bonne journée.